Bonsoir à tous pour une nouvelle petite vidéo un peu plus technique sur une question qui revient souvent, qui est souvent taboue, c'est le travail en noir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder cette partie-là? Parce que c'est souvent une question qui revient dans nos cours, le travail non déclaré. Et que souvent, autour de ce travail non déclaré, il y a des représentations qui sont fausses. Alors, j'aime à comparer ce travail en noir en posant une première question qui est assez simple, qui est de se dire pourquoi, à votre avis, l'État ne poursuit pas plus le travail en noir? Parce que certes, il y a des contrôleurs, certes, il y a parfois des contrôles, souvent connus dans le secteur de l'ORECA, des descentes de l'inspection sociale, mais entre nous, je trouve que c'est assez soft. On pourrait, si demain je vous dis que vous êtes payé au pourcentage de travailleurs en noir déclarés, vous savez où vous devez aller et vous allez faire un carton à chaque fois. Et donc, même si l'État se bat contre le travail en noir, c'est pas tellement de manière virulente. Et on pourrait se demander pourquoi. Et alors, c'est là qu'intervient un des mythes par rapport au travail en noir, qui est pourquoi est-ce que l'État ne le combat pas? Tout simplement, peut-être parce que ça rapporte à l'État. Alors, je m'explique. Quand vous avez de l'argent qui n'est pas déclaré, cet argent qui n'est pas déclaré, pour le faire recirculer dans l'économie, vous allez devoir acheter des produits et quand vous aurez acheté ces produits, par exemple, je sais pas, vous êtes allé refaire un travail de peinture chez quelqu'un et vous a glissé un billet de 100 dans la poche. Effectivement, ce billet de 100-là, il est destiné à ce que vous consommiez. Vous allez en faire quelque chose, vous allez le transformer. Et quand vous allez le transformer, il y a fort à parier que vous allez devoir payer 21% de TVA dessus. Peut-être 6% si c'est dans certains produits, mais la plupart du temps, vous allez le transformer dans un produit ou service à 21%. Alors, la TVA, ce n'est ni plus ni moins dans le budget de l'État que 26% de ses recettes fiscales. Ce qui veut dire que c'est derrière les impôts sur le revenu, donc les impôts directs, c'est le deuxième poste de la fiscalité. Donc, en fait, si vous déclarez de l'argent, effectivement, dans ces 100 euros, le client aurait peut-être dû en payer 121, mais vous, d'un autre côté, sur les 100 euros que vous allez dépenser, il y aura 21% de TVA en moins. Donc, j'aurais tendance à dire, réfléchissez avant d'investir, puisque quand vous travaillez en noir, l'argent que vous avez, ce n'est pas de l'argent net que vous allez devoir dépenser, puisque vous allez dépenser la TVA. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui aurait changé si j'avais déclaré le revenu? Si vous aviez déclaré le revenu, vous auriez pu, avec ce même argent, dépenser, mais en récupérant la TVA de par votre société. Donc, quelque part, vous auriez été plus riche de 21%. Donc, attention à cette idée faussement répandue qu'on gagne plus parce qu'on ne paye pas d'impôt sur on ne paye pas d'impôt sur le noir, c'est faux, vous payez 21% de TVA quand vous irez dépenser votre argent. Et donc, c'est assez contre nature, puisque la plupart du temps, vous avez l'impression que vous vous enrichissez par le travail en noir, mais non, vous perdez 20% de TVA. Deuxièmement, n'oubliez pas que dans beaucoup de métiers, la reconstitution du chiffre d'affaires est possible et même vivement conseillée par les administrations fiscales.
Ce qui veut dire que, par exemple, si vous travaillez dans le domaine de l'ORECA, dans le domaine de la maçonnerie, dans le domaine du bâtiment ou de pédicure médicale, les agents de l'État ont tout un tas de chiffres à leur disposition pour reconstituer votre chiffre d'affaires. Et ils vont le reconstituer sous forme de quoi? Ben, sous forme, par exemple, de ce que vous consommez en produits. Je prends un coiffeur, ben, très certainement un coiffeur, il consomme du shampoing, il consomme de la teinture, et donc c'est assez facile de se dire, ben, attendez, avec ce que vous consommez, le chiffre d'affaires ne colle pas. Donc, méfiez-vous de cet aspect-là. Quand vous avez un business euh, où vous faites du noir alors qu'il y a une partie qui est déclarée, méfiez-vous de la reconstitution de TVA. Si vous ne déclarez rien et que vous travaillez tout en noir, problématique de la TVA, comme je vous l'ai dit, et du fait que vous ne déduisez pas. Alors le cas le plus typique, et je vais vous citer un exemple euh, qu'on trouve un peu partout, c'est des gens qui commencent à s'équiper parce qu'ils travaillent chez Pierre, Paul, Jacques après journée, mais ils ont acheté tout leur matériel où ils ont dû payer la TVA. Donc que ce soit une foreuse, une tondeuse, un coupe-haie, voire une voiture, ben, vous ne déclarez pas vos revenus, mais vous ne récupérez pas non plus. Donc ce n'est pas un gain. Parce que ce que vous devez voir entre déclarer et pas déclarer, c'est quel est le delta que vous gagnez, vous, en tant que producteur, entre si j'avais déclaré et ce que je n'avais pas déclaré. Et quand vous faites le calcul de ce que vous avez perdu en termes de déductibilité sur ce que vous n'avez pas déclaré, au final, vous gagnez rien dans ce que vous avez déclaré, pas déclaré, dans le travail en noir, voire vous perdez. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont trouver ça saugrenu en se disant, enfin, si on gagne plus en travaillant en noir, je vous assure que non. Donc, je vous invite à poser la question à votre comptable et vous verrez que vous n'avez pas intérêt à travailler en noir. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'État, ben, il n'est pas si virulent que ça contre le travail en noir. C'est bien que ça lui rapporte. D'accord? euh, Autre élément lié au travail en noir, c'est que vous n'investissez pas dans votre pension. Tout ce qui n'est pas déclaré ne rentre pas en ligne de compte pour votre future pension. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée d'un point de vue ne serait-ce qu'économique, comme on vient de l'expliquer avant, mais en plus, toutes les règles que nous avons expliquées dans le module précédent sur les raisons fiscales d'être en société, sur les sociétés par rapport à la personne physique, euh, sur les pensions, avec la pension légale, mais aussi la cotisation sur les autres piliers. Euh, Tout ça, c'est des éléments sur lesquels vous passez outre et qui pourraient vous faire gagner de l'argent. Donc j'aurais tendance à vous dire, bah, déclarez un peu plus d'argent et cet argent-là, investissez-le dans des piliers de pension. Ça vous rendra beaucoup plus service que les quelques centaines d'euros, les quelques milliers d'euros que vous avez gagnés, soi-disant, en travaillant en noir. Euh, Ça devrait vous faire réfléchir à ce niveau-là. Et puis, D'autant que, peut-être pour creuser un tout petit peu ça, si on regarde les différents piliers, pension légale, elle est calculée quand vous êtes indépendant sur vos déclarations. Et donc, si vos déclarations diminuent, votre pension, elle diminue. Dans les pensions extra-légales, on a parlé d'épargne pension. Ça, vous pouvez le faire vous-même, sans parler de votre statut de travailleur. Mais on a parlé aussi d'outils comme la PLCI, la pension libre complémentaire pour travailleurs indépendants. La PLCI, elle est calculée sur base de, je vais peut-être un peu vite ici, la PLCI, elle est calculée sur base du revenu déclaré. sachant que c'est l'inverse, hein, tu as inversé pilier 2, pilier 3. C'est pas très grave. OK. Mais non, non, la PLCI, c'est bien la pension que je cotise pour moi-même. Et l'assurance groupe, c'est bien la cotisation de tiers. Oui, sauf que la cotisation de tiers, c'est le pilier 2. Ok, d'accord.
Bon, je propose qu'on n'en fasse pas une tartine pour ce truc-ci. Non, non. Donc, j'effacerai ce montage. La PLCI, elle est calculée en fonction de vos revenus déclarés. Et si les revenus déclarés diminuent, la PLCI diminue. Les cotisations de tiers, ils sont calculés en fonction de vos revenus déclarés. S'ils diminuent, par exemple l'assurance groupe, diminue. Les investissements et les rentes, et à nouveau, on a beaucoup parlé dans une dernière vidéo de valoriser l'entreprise. Or, si vous faites beaucoup de travail en noir, il n'y a pas le chiffre d'affaires. Et donc la valorisation diminue. Donc, rien que sur l'aspect pension, vous voyez que en fait, c'est se tirer une balle dans le pied. Exactement. Et ça pose un autre problème auquel on ne pense pas nécessairement, c'est qu'effectivement, les personnes qui ont beaucoup soustrait à l'État ont forcément investi cet argent-là, peut-être dans un train de vie, sans être grandiloquent, mais en ayant un appartement, en ayant acheté un appartement, en ayant investi dans la brique, en ayant une plus belle voiture, que sais-je. Il ne faut pas oublier qu'en cas de contrôle, le contrôleur, en voyant votre salaire et en regardant votre train de vie, pourrait très bien, et c'est par exemple le cas en cas de faillite, pourrait très bien remettre tout ça au parquet, comme je vous l'ai dit, en disant ici il y a une faillite frauduleuse. Alors vous allez dire, ben non, j'ai pas fraudé. Ah ben si, quand vous travaillez en noir, vous fraudez. Donc ça devient un délit. Et donc ce délit-là, il pourrait tout simplement être mis à nu par simplement une faillite, sans qu'elle soit dans votre tête frauduleuse. D'accord. Euh, je pense à un cas en particulier, ben voilà, un monsieur qui arrête, qui est dans la maçonnerie, il arrête parce que son entreprise ne va pas bien, il a un de ses associés qui lui a fait défaut et il ne se sent pas de reprendre toute l'activité et boum, il fait un aveu de faillite. Sauf qu'il n'avait pas pensé à une chose, c'est qu'il y a une descente de faillite et où se passe la descente de faillite? Ben chez lui, à son siège social. Et le siège social, c'était sa maison. Mais quand le contrôleur il débarque, qu'il voit que devant sa maison il y a une Porsche et que sa villa elle fait 300 mètres carrés, ben, il se pose des questions en se disant tiens, tiens, monsieur, ça fait 20 ans que vous exercez et depuis 20 ans vous pompez entre 1000 et 1500 euros de salaire dans votre société. On se demande bien pourquoi vous bossez. Hein. Et surtout, ben, avec le modeste salaire de votre femme, comment est-ce que vous arrivez à vous payer tout ça? Et là, on commence à se poser des questions. Et là, trop tard, le mal est fait. Et donc, quand je vous dis attention, reconstitution de train de vie, reconstitution de salaire, c'est là que ça commence aussi. Hein. Et ça, on y pense trop peu. Donc, faites attention, euh, faites bien attention, parce que c'est pas tout de suite que les problèmes vont se poser, ça peut être bien après. Okay. Pourquoi est-ce que vous continuez à travailler alors que votre société elle affiche des pertes? Comment est-ce que vous arrivez à faire la variable d'ajustement? D'accord? Comme je vous l'ai dit, bah, vous êtes un restaurant, vous êtes limite chaque année en perte, ou tout juste, mais votre restaurant, ça fait 20 ans qu'il tient. Comment est-ce possible? Donc, vous vous trahissez la plupart du temps vous-même sur la durée. Donc, attention, 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 parce que c'est pas au bout de 20 ans qu'on sait régler les choses. Au bout de 20 ans, c'est juste trop tard, vous devez juste allumer un cierge que le contrôleur, ça fasse pas trop mal. Donc, c'est souvent une idée. Alors, autre aspect à prendre en considération, quand vous travaillez en noir, et particulièrement quand vous travaillez beaucoup en noir, vos ennemis, c'est vos concurrents. C'est vos concurrents déclarés. Donc tôt ou tard, vous allez être dénoncé. D'ailleurs, comment est-ce que les contrôles s'opèrent?
les contrôles, ils s'opèrent par dénonciation, par délation. Et qui peut vous dénoncer? Alors, soit c'est des voisins, par exemple, qui se disent comment ça se fait, il y a du bruit, il y a du va-et-vient de camionnettes, des gens qui vendent des bagnoles, par exemple, qui réparent des bagnoles, ça fait du bruit, ça fait du va-et-vient, du charroi. Euh, c'est des gens qui vous voient travailler avec une camionnette blanche pas siglée alors que vous êtes censé être sur le chômage. Bref, c'est tout un tas d'éléments qui font que vous pouvez en exaspérer un, deux, trois qui se cassent peut-être le cul et qui travaillent de manière déclarée et qui ça ne leur va pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ils téléphonent à l'inspection sociale euh, et ils font une déclaration, simplement de manière anonyme. Voilà. Donc, il faut bien vous dire que quand il y a souvent des contrôles, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a dénonciation. Donc, effectivement, des jaloux, des petits justiciers, des concurrents, voilà. Donc, c'est très Ou même des clients mécontents. Alors, il faut savoir que c'est très facile pour savoir si quelqu'un est déclaré ou pas. C'est que vous avez la Banque Carrefour des entreprises qui reprend 100% des indépendants et 100% des sociétés. Donc, si je connais votre nom et votre prénom, je les tape dans la Banque Carrefour, je ne vous trouve pas, c'est que vous êtes en noir, tout simplement. Donc, si je vous dénonce, c'est à coup sûr. Donc, faut attention, c'est très facile de trouver de l'information sur vous. Euh, et les contrôles sont de plus en plus ciblés et ça va très vite. D'accord? Forcément, si vous êtes dans le bâtiment et que vous ne faites pas lettrer votre camionnette, c'est très facile de supposer que vous travaillez en noir. Quand vous avez une petite berlingot blanche non lettrée et que vous travaillez le dimanche chez quelqu'un, ça pue le travail en noir. Euh, voilà. Alors, j'ai le cas d'un client qui a gaulé plusieurs de ses ouvriers qui travaillaient dans les parcs et jardins et qui carrément allaient faire du travail en noir avec la camionnette du patron. Alors forcément, ça a même pas mis 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont été dénoncés en disant, tiens, j'ai vu tes ouvriers, vous travaillez le dimanche. Voilà, le patron, il a été prévenu, bam, bam, il a su qui c'était. Euh, je fais d'ailleurs un petit encart sur le travail des détectives privés. C'est que de Exactement, c'est ce plus que en j'allais faire. plus... Ah, ben voilà, je te C'est laisse. effectivement une des missions assez courantes qui sont données aux détectives privés, hein. On a l'impression que le détective privé, c'est celui qui va suivre monsieur ou madame pour vérifier s'il y a un adultère, alors qu'en fait, aujourd'hui, ça représente vraiment un pourcentage assez faible d'émissions, vraisemblablement moins de 20% d'émissions, et parce que l'adultère n'est plus puni pénalement. Et donc, aujourd'hui, les gros points d'enquête des détectives privés, ça va souvent être, le plus souvent, c'est des fraudes à l'assurance, des faux accidents sur les chemins du travail, les faux accidents de voiture, des choses comme ça, les faux incendies. Mais il y a quand même énormément aussi d'enquêtes sur le vol et sur le travail en noir, avec des patrons qui disent mais il se passe quelque chose, on me vole mes outils, donc il se passe parfois ça, et puis on utilise mes outils pour aller en plus bosser, soit pour soi-même en faisant de la concurrence, soit carrément à la concurrence. Et donc il n'est pas rare du tout que des patrons fassent appel à des détectives privés pardon, pour faire suivre des employés, des ouvriers, afin de vérifier si oui ou non ils vont travailler à la concurrence. On appelle ça une enquête de concurrence déloyale. Voilà. Euh, et je pense qu'on a fait le tour du travail au noir qui est, donc vous voyez, beaucoup de représentations, beaucoup de fausses idées, beaucoup de risques. Donc, attention,
Je vous dis aussi, parce que je vous ai parlé on a parlé de fraude, faut savoir qu'il peut y avoir des travaux d'instruction. C'est-à-dire que lors d'une dénonciation, il se pourrait que le service enquête sur vous et dénonce ou demande au parquet des travaux d'instruction. Faut bien vous dire que quand il y a une affaire pénale, un délit, c'est le parquet qui décide de poursuivre. Le parquet, il fait pas ses propres enquêtes, c'est-à-dire c'est soit sur base d'une plainte à la police, soit c'est une administration qui qui transmet un dossier au parquet, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien y avoir des enquêtes sur vous à différents niveaux sans que vous en soyez au courant. Peut-être, Salvatore, pour que les personnes qui nous regardent et nous écoutent prennent conscience du niveau de risque, j'aimerais qu'on illustre ce qu'un contrôle pourrait faire. Parce qu'en fait, vous avez un contrôle qui va détecter que vous faites du travail en noir. OK, c'est détecté. Que va faire le contrôleur? Il va estimer les revenus générés par ce travail en noir. Donc, mettons que les revenus générés par le travail en noir soient autour de 50 000 € annuels. Ça me semble pas déconner, hein, Salvatore. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on a fait ça, où on a déterminé ça, déjà, vous êtes puni. Vous avez fait du travail en noir, c'est pas bien. Vous prenez une amende. Et puis Alors, surtout, en fait, vous prenez pas qu'une amende, vous allez oui, oui, prendre une j'y amende. viens, Ah, j'y viens. Donc, on dit, ah, c'est mal, vous prenez une amende. Et puis, ce qu'on dit, c'est, bah, vous avez gagné plus que prévu. Si vous avez gagné plus que prévu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bénéfice de votre entreprise annuelle, il augmente. Ça veut dire aussi que votre chiffre d'affaires a augmenté, ce qui fait que votre bénéfice a augmenté. Donc si votre chiffre d'affaires a augmenté, ça veut dire que vous n'avez pas payé la TVA là-dessus. Si votre bénéfice il a augmenté, ça veut dire que vous n'avez pas payé l'impôt des sociétés là-dessus. Vraisemblablement, on est venu chez vous, on a vu que vous aviez une Porsche devant chez vous, on se dit, bah, en fait, ces revenus ont augmenté. Donc si vos revenus ont augmenté, ça veut dire que vous n'avez pas payé l'IPP, l'impôt des personnes physiques, sur les revenus que vous étiez versés. Et vous n'avez pas payé non plus les cotisations sociales que vous auriez dû vous payer sur ces revenus-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour chacun de ces retards de paiement, puisqu'il y a un retard de paiement, vous avez une amende. Plus, évidemment, la somme à rembourser, mhm. plus les intérêts de retard. Donc autant vous dire que ça, c'est pas une petite gifle à l'époque du roi Soleil où on enlève son gant en soie et où on vous caresse délicatement la joue droite. Ça, c'est un punch, c'est un uppercut de MMA en pleine tronche et vous vous retrouvez au sol. Parce que pour avoir les fonds pour payer 5 amendes, plus rembourser toutes les sommes, plus payer tous les intérêts de retard. Et si ça se fait, on va estimer qu'il y avait du travail en noir aussi avec des salariés en noir et vous avez encore d'autres choses qui vont tomber. C'est un coup à vous foutre une entreprise purement et simplement en faillite. C'est un chaos en un coup. Donc, C'est là que il peut y avoir, parce que évidemment, on pourrait se dire, oui, mais moi, j'ai pas l'argent pour payer tout ça. C'est bien pour ça que l'administration peut saisir le parquet en disant, ben là, il y a beaucoup d'impôts qui ont été éludés et qu'il pourrait y avoir, sur base de l'enquête et du procès au pénal, il pourrait y avoir des peines de confiscation. ce qui fait le lien C'est-à-dire avec qu'on ce qu'on disait tout à l'heure, vous tombez en faillite,
faillite frauduleuse puisque vous avez fraudé. Et donc, même si vous êtes en société, votre patrimoine privé est plus protégé. Et pour la petite anecdote, par exemple, pour tout ce qui est TVA, je pense que c'est aussi la même chose pour l'ISOC. Toutes les activités illégales sont soumises à TVA. Donc, par exemple, on prend, c'est un cas de jurisprudence qui est assez connu, enfin, il en existe plein, c'est dans le cadre d'une faillite. Le parquet a été saisi parce que bizarrement, il y avait des mouvements suspects et on a mis à jour, enfin le parquet, via des travaux d'enquête de la police, a mis à jour qu'en fait, les patrons avaient une activité illégale dans le domaine de la drogue. Alors pourquoi? Ben parce qu'il y avait des sommes d'argent qui transitaient, c'était le cas d'un restaurant, et des sommes d'argent transitaient via le restaurant. Et des peines de... le système de drogue, donc le business de la drogue a été mis à jour, et en fait, l'administration a appliqué sur ce qui est illégal des sommes de TVA, des amendes et tout ce qui en suit avec des peines de confiscation. Et dans le cadre d'activités illégales, les peines de confiscation, ce sont des comptes qui sont saisis, tout simplement, des comptes en banque qui sont saisis, avec l'argent qui se trouve dessus. Donc, faites attention parce que souvent on se dit « Ah, mais l'amende n'est pas très grosse ». L'amende pénale n'est pas nécessairement grosse parce qu'il n'y a pas nécessairement des peines de prison qui sont prononcées, mais il peut tout simplement y avoir une amende pénale qui n'est pas très grosse, mais au civil, l'administration qui s'est constituée partie civile, parce que souvent l'administration se constituera partie civile, va récupérer son argent parce que vous êtes condamné aussi au civil, d'accord, pour récupérer ces sommes-là. Donc attention, ça peut aller loin. Donc en conclusion de ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'on vient de le voir, les risques sont très gros pour finalement des très faibles gains. Et donc, si on avait une seule conclusion, un conseil à vous donner, c'est arrêtez de prendre des gros risques pour des faibles gains, parlez à votre comptable et optimisez. Alors sachez que pour le travail en noir, il n'y a qu'un seul gagnant, hein, c'est le particulier. Le seul bénéficiaire du travail en noir, c'est le particulier. Parce que le particulier, lui, quand il débourse 100 ou qu'il débourse 121, il y a une grosse différence. Et donc tous ces risques-là dont Sylvain et moi venons de vous parler, en fait, c'est juste pour faire plaisir à des particuliers. On vous retrouve dans la prochaine vidéo sur tout le parcours de création d'entreprise.